Bonsoir, bienvenue. On va s'intéresser ce soir à la politique et on va aussi s'intéresser aux réseaux sociaux. Ça fait forcément l'actualité. Quand on dit politique, on pense forcément présidentielle 2025. Ce sera le 25 octobre prochain. On reçoit ce soir, dans la télé d'ici, sur NCI, à Salé Antoine Thiemoko, candidat malheureux à la candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain. Il est le leader de l'ADECI, une formation politique plutôt récente dans le microcosme politique ivoirien. On va retenir surtout de lui une phrase qui peut sonner un peu paradoxale. Il accepte de se plier au verdict du Conseil constitutionnel et il n'empêche, il a lancé une requête pour essayer de comprendre ce qu'il a bien pu se passer entre-temps. On va en parler forcément avec lui, ce sera dans le premier tableau de cette télé d'ici. Deux autres invités avec nous, Alban Blanc, qui est blogueur, et Franck Ballot, également blogueur. Ils interviennent, eux, pour l'essentiel en tout cas sur les réseaux sociaux. Une rencontre le 26 septembre dernier avec le procureur de la République près du tribunal d'Abidjan continue d'alimenter les débats. D'aucuns parlent de restriction des libertés sur les réseaux sociaux. Et ils étaient partie prenante justement de cette discussion-là. Ils seront donc des sortes de témoins oculaires qui nous feront part de ce qui a été dit et puis nous donneront évidemment leurs avis à nous, à Gliss, à Sonia et aux téléspectateurs de la télé d'ici. Voilà planter le décor. Toute fin d'émission, la T-Band Live. Bonsoir. Bienvenue. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort. Retrouvez toutes vos informations de transport sur le CGI Digital. Toujours très bien de nous rejoindre tous les jours du lundi au vendredi dans la télévision sur NCI pour télévivre l'actualité dans tous ses compartiments. Ce soir, on va épouser l'ère du temps. Et l'ère du temps en Côte d'Ivoire se conjugue au temps de la politique et également des réactions sur les réseaux sociaux. Ça va, Sonia? Ça va très bien, et toi? Je vais bien. Ça va, Gliss? Ça va super, et toi? Gliss qui s'est encore mariée ce week-end. Encore? C'est l'année du mariage, quoi. Voilà. Ça n'en finit pas. En fait, le mariage de Gliss ressemble un peu à une sorte de feuilleton bollywoodien qui n'en finit pas. À chaque semaine, ça peine, j'ai envie de dire. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines, justement. C'est sûr et certain. On est avec Salé Antoine Thiemoko. Merci beaucoup d'être là. Président de ADECI, le tout nouveau-né, il faut le dire, donc, dans l'univers politique ivoirien. Si cette formation est née, c'est bien parce qu'il y a un besoin, on l'imagine. On ne va pas refaire l'histoire, on la connaît, et on connaît les motivations, évidemment, de la naissance de ADECI. À vos côtés, Alban, merci beaucoup d'être là, Alban Blanc. Qui donc, faut le rappeler, est un blogueur. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il passe l'essentiel de ses journées sur les réseaux sociaux? C'est l'impression qu'on peut avoir. Oui, c'est l'impression qu'on peut avoir. Ouais. C'est ce qu'on fait à nos heures perdues. Sinon, de profession, je suis informaticien, entrepreneur dans l'ingénierie informatique. C'est cela. Et Franck Ballot, qui lui, justement, est communicant, activiste politique, et il le revendique. Oui. Activiste. Oui, activiste. Ça veut dire quoi en français? Parce que certains confondent. Ouais. L'activiste, c'est lui qui apporte des critiques sur la politique, sur des questions économiques, sur certaines questions environnementales. C'est cela. Et qui tient tellement à ce que les choses se fassent correctement dans ces domaines. Est-ce qu'il peut avoir une obédience politique? C'est pas interdit? C'est pas interdit, mais moi je refuse ça parce que ici les gens aiment tout mélanger. Donc je préfère rester blanc. À équidistance des obédiences politiques. Disons ça comme ça. Pour être libre à faire mes critiques. Bon, allez, on va ouvrir ça avec la météo. Déjà, c'est une tradition dans cette émission pour savoir si le temps est clément ou pas à nos discussions. Si ce n'est pas le cas, on va arrêter cette émission de façon prématurée. T'inquiète. Ça ira? Il n'y a pas de nuages. Ben, allez, LTI météo, juste après ça. Yes. Alors, le temps est très très beau dans la météo de ce soir, déjà parce que l'innovation et l'emploi au sein des jeunes a de très très beaux jours devant eux. Grâce au prix Alassane Ouattara, le prix a été institué en 2014 par l'actuel Premier ministre Robert Beuré-Mombé quand il était encore
gouverneur du district autonome d'Abidjan, avec pour but renforcer, accompagner, mentorer, créer des partenariats justement pour booster un petit peu les entreprises locales. Et donc pour l'édition 2025, ce sont 300 millions qui ont été distribués, partagés les 60 jeunes lauréats, avec une mention spéciale pour celle qu'on aime particulièrement ici, Odo Marie. Donc elle est jeune entrepreneur dans le cinéma. On sait qu'elle a signé notamment la série télé Amitié 2.0 qui a été diffusée sur NCI justement. Et Odo Marie est à la tête de 2 entreprises, OMTV et OMovies. Et d'ailleurs, elle vient de poser ses valises à Boaké. On devrait dans pas longtemps voir sortir son nouveau projet sur nos différents écrans. Elle repart avec la somme de 5 millions de francs CFA et le prestigieux titre de la jeune entrepreneur de l'année. Donc félicitations Odo Marie. Et puis la prochaine nouvelle n'est pas si reluisante que ça. C'est l'histoire d'un arbre centenaire qui a été coupé par 2 jeunes fous en fait. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Et vous verrez, ils vont écoper de 4 ans de prison, regarde. De prison pour avoir coupé un arbre, mais pas n'importe lequel, le plus célèbre d'Angleterre. 2 hommes ont été condamnés hier par le tribunal de Newcastle. En septembre 2023, ils avaient abattu cet érable centenaire, apparu notamment dans le film Robin des Bois, avec Kevin Costner. L'image avait choqué le Royaume-Uni. Un matin de septembre 2023, l'arbre le plus connu, le plus photographié du pays, abattu. Cet érable sycomore centenaire donnait au paysage du nord de l'Angleterre des airs de carte postale. Il n'est pas tombé dans une tempête, mais à cause d'une tronçonneuse. Celle de Daniel Graham, 39 ans, et Adam Carruthers, 32 ans. Ils viennent d'écoper de 4 ans de prison. Les 2 amis avaient préparé leur coup. Ils se sont même filmés pendant de longues minutes. On les voit s'acharner sur le tronc. Ils n'ont fourni aucune explication convaincante à la justice. Je suis persuadée que l'une des principales motivations de votre délit ce soir-là était de la provocation. Abattre l'arbre au milieu de la nuit et de la tempête vous a donné une sorte d'exaltation, comme la couverture médiatique qui s'en est suivie. L'organisme chargé de préserver le patrimoine britannique a réussi à récupérer des graines pour replanter une 50aine de nouveaux arbres. L'un d'entre eux rejoindra bientôt les nombreuses autres plantations du roi Charles III sur les terres du palais de Windsor. Moi, je pense que 4 ans, c'est un peu quand même, c'est petit. Ils auraient dû écoper d'au moins. Vous en pensez quoi, monsieur? Au moins 10 ans. Déjà l'élu de la nation? Ça donne une idée sur l'intérêt que certaines cultures accordent à l'environnement. Et donc, condamner des gens pour ce acte, puisque ça détruit un peu une partie de l'histoire de l'Angleterre. Et donc, c'est normal qu'ils en écopent autant. Ici, on a encore des conceptions. Non, en fait, sous les arbres, nos ancêtres ont enterré des choses. Si on ne coupe pas, ça bloque la chance des jeunes du village. Ça, je l'ai entendu dans un village que je ne citerai pas, où ils ont abattu un arbre, évidemment, centenaire. Bon, messieurs, vos avis, peut-être? Ouais. Ici, en plus, ce n'est pas qu'un arbre. C'est un symbole pour tout le pays. Donc, avec toute l'histoire que ce arbre représente, je pense qu'ils l'ont fait peut-être pour faire le buzz sur les réseaux. Malheureusement, ils ont payé pour le prix. Je pense que peut-être, comme Gliss l'a dit, ils méritaient un peu plus que 4 ans. Oui, ce sont des choses que les réseaux sociaux ont apporté aussi, hein, le négatif. Ce sont des choses qu'il faut traquer. Parce qu'à cause des réseaux sociaux, à cause du fait du buzz, la juge de la haute cour l'a dit, hein, c'était de l'exaltation, ils ont voulu se faire connaître et ils l'ont fait. Donc 4 ans, c'est vraiment petit parce que c'est une histoire. Les gens respectent les histoires et ça, nous, on doit copier aussi. Absolument, bien noté. Gliss, ouais. Coucou Yodessio. Alors, on va terminer avec un peu de musique. Vous savez que Mewé célébrait 35 ans le 19 septembre dernier au Casino de Paris. C'était un très très beau spectacle, comme tous les spectacles de Mewé d'ailleurs. Mais ce qui nous a particulièrement marqué, c'est la première partie de son spectacle où on a vu la fille de Monique Seka reprendre Niaye Deme avec Guy Amamboro. J'ai bien aimé, j'ai appelé ça l'instant douceur. Elle s'appelle Carolina, je pense que c'est la seule d'une carrière de chanteuse. Elle recycle un petit peu les vieux tubes de maman et on espère qu'elle aura de la chance, même si en général, les enfants n'ont pas toujours autant de succès que leurs parents, très très célèbres. Et donc on a beaucoup aimé. Enfin bref, demain il fera beau, hein, sur la Côte d'Ivoire en général. Une citation pour vous, je sais que je l'ai piqué quelque part, je suis sûre que tu vas reconnaître là où je l'ai piqué. Ta boîte intelligente, tu vas forcément finir par tomber sur une arachide pourrie.
Un grain d'arachide pour lui, Ah, oui. ok. Ouais, ça, c'est pas l'école qui... On est d'accord. Non, Merci non, beaucoup, ok. Brice. Merci beaucoup, Brice. Venons-en, avec votre permission, à l'actualité. L'actualité, on l'a dit, politique, c'est évidemment la présidentielle en ligne de mire. Premier tour, 25 octobre. 60 candidats s'étaient déclarés pour cette aventure. Le Conseil constitutionnel en a retenu finalement que 5. L'annonce a été faite le 8 septembre dernier. Et au nombre des 5 ne figure aucunement et nullement Assalé Antoine Tiemoko, qui dit officiellement... Je m'incline devant cette décision. Il n'empêche, je vais introduire une requête pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Ouais. Est-ce qu'elle a été introduite, cette requête? Les avocats continuent d'étudier la faisabilité, puisque les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Tout à fait. Et donc, il faut analyser les chances de réussite de cette procédure avant de l'introduire. Donc, là-dessus, ils sont en train de travailler. On prendra une décision dans les jours qui arrivent. Ça a mis un peu de temps, quand même, non? Mais bien sûr, puisque... Depuis le 9 septembre? Puisqu'il y a un contexte, il y a un environnement qui est un peu anxiogène. Il ne faut pas acheter de l'huile sur le feu. Et donc, nous essayons de faire les choses dans la douceur. En général, quand ils refusent, ils disent pourquoi ils refusent, non? Et ils l'ont dit, justement. C'est ça. Le Conseil constitutionnel a motivé, justement, les raisons de ce rejet de la candidature. 11 345 des 41 906 parrainages comportaient des numéros de CNI déclarés faux. C'est ça. À qui la faute? Alors, écoutez, vous savez, chaque période électorale est un moment pour augmenter la conscience nationale. C'est un moment pour permettre aux populations de comprendre que la démocratie est une valeur qu'il faut défendre. Et par conséquent, les choses doivent se faire en quelque sorte dans la transparence. Le parrainage a été, entre guillemets, inventé en 2020. Nous, on n'était pas trop intéressés par les questions politiciennes au niveau national à cette époque, donc on n'a pas très suivi. Mais en revanche, en 2025, nous sommes impliqués dans le parrainage. Je fais partie de ceux qui ont été sur le terrain. J'ai parcouru 82 villages. J'ai fait 17 départements. J'ai fait 22 sous-préfectures pour collecter le parrainage. C'est une logistique énorme que vous déployez. C'est des millions que vous dépensez. Et quand, à la fin... Avec des agents bien formés? Avec des agents. Mais justement, c'est une... Parce que dans votre déclaration, vous dites, si la faute est de nous, nous prendrons les sanctions qu'il faut. Les décisions qu'il faut. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, il y a eu des émissions sur votre plateau ici avec Ali Derasouba et d'autres personnes, où des informations qui ne sont pas correctes ont été distillées. Par exemple, on a laissé croire aux gens que les collecteurs auraient été formés pendant 2 mois, auraient été formés pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas vrai. Il y a eu 2 formations. Une, le 23 juin 2025, qui concernait les collecteurs centraux. Et une pour les collecteurs régionaux et départementaux, qui a eu lieu les 5, 6 et 7 juillet. En dehors de ça, il n'y a eu aucune autre formation pour les collecteurs. C'est pour dire quoi, que c'était insuffisant ou... C'est pour dire que c'était largement insuffisant. Parce qu'on a parlé, par exemple, de confusion entre numéro d'électeur et numéro de CNI. Mais justement, j'étais juste pour corriger qu'il n'y a pas eu des semaines et des mois de formation. Ce n'est pas vrai. Cela, il fallait le corriger. Au-delà de cela, le processus est très technique. Il est très lourd. Maintenant, on fait croire que des candidats retenus auraient été les seuls à avoir utilisé les tablettes que la CEI a distribuées en amont de la procédure. Non. Aucun candidat, y compris ceux qui ont été retenus, n'a réalisé ces parrainages avec uniquement les tablettes. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous êtes en train de dire que les éléments de terrain du parti au pouvoir étaient mieux formés que vos éléments? Ou qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, pas du tout. Ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Ou du moins, les éléments sur le terrain des 5 candidats retenus. Étaient-ils mieux formés que les Non, autres? ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Je pense que c'est pour ça que nous sommes si intéressés par la volonté de comprendre. Il faut de la transparence. Il faut qu'il y ait la possibilité d'améliorer le système. Et donc, il n'y a que quand on nous mettra à disposition les éléments sur lesquels le Conseil s'est prononcé, qu'on pourra améliorer le système. Quand on nous parle de faux numéros de CNI, il s'agit de quoi au juste? On ne peut pas savoir. Quand je m'assois devant un parrain qui me remet sa carte d'identité et que je reporte sur un fichier son numéro de carte d'identité et qu'après c'est déclaré faux, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est l'ONEFI qui a donné une carte d'identité dont le numéro est faux, ou bien c'est l'individu même qui s'est fabriqué une carte d'identité qui est fausse, ou bien c'est nous qui avons commis une erreur dans la transcription? Ces éléments-là, on ne peut pas les avoir à justifier si on n'a pas la base de données. C'est pour ça que nous voulons que, par une requête, on nous produise l'ensemble de la documentation. Est-ce qu'il faut voir du côté du Conseil constitutionnel ou du côté de la CEI? Non, le Conseil constitutionnel, en réalité, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur les parrainages. Les magistrats du Conseil, les conseillers du Conseil ne se prononcent pas sur les parrainages. Ceux qui se prononcent sur les parrainages, c'est un comité technique
qui est désigné par la présidente du Conseil constitutionnel. C'est eux qui travaillent avec un système informatique et qui font un rapport au Conseil constitutionnel. Et donc, c'est ceux-là qui déterminent qui a un bon parrainage, qui n'a pas de bon parrainage. Et comme il n'y a pas le principe du contradictoire, c'est-à-dire que les candidats ne sont pas là pour voir le process, on n'a aucun moyen de savoir... C'est un problème pour vous, pour l'élu que vous êtes? Ah non, c'est un problème. Il faut peut-être réviser la façon de faire. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit que non seulement on fera cette requête si elle prospère, ou on ne la fera pas, mais au-delà, il faut des réformes. Et moi, en tant qu'élu, forcément, pour demain, il y aura des réformes. Est-ce que vous pensez que ce rejet reflète simplement un problème administratif et technique, comme vous venez de le dire, ou vous pensez que c'est un verrou politique plus large qui a été mis en place? Non, mais d'abord, c'est un problème. Les raisons évoquées sont techniques, puisqu'on dit que ce sont des faux documents, ce sont des faux numéros. C'est technique. Il faut qu'on le découvre. Mais au-delà, comme on n'a pas les moyens de vérifier, ça pose un problème de transparence. Et donc, le candidat que je suis est fondé à dire, est-ce que ce n'est pas une élimination politique? Puisque je n'ai pas d'éléments pour apprécier ce qui a été dit. C'est pour ça que nous disons que cela, quand je dis que je prends acte, c'est parce que le Conseil a rendu une décision et en tant que républicain, j'ai l'obligation d'en prendre acte. Mais au-delà, on va faire des réformes nécessaires. Le 9 septembre, vous n'avez pas attendu justement, j'ai envie de dire, que la requête soit introduite pour déjà affirmer, et je cite, que le système du parrainage est une arme de diffamation, enfin du moins d'élimination, autant pour moi, des candidats gênants. Pour vous, ça s'apparente à une arme. Mais justement, puisqu'on n'a pas l'élément pour apprécier, et donc on est dans un domaine politique. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas de manipulation en dehors des candidats? Même du Conseil constitutionnel? Non, pas le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui dit que les cas d'anté sont par force? Et si c'est faux, qui les a produits? Qu'est-ce qui dit que nous n'avons pas commis d'erreur nous-mêmes en tant que transcripteurs des numéros? Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'on vérifie. Tout ça permet d'être dans le doute et par conséquent, on peut faire des supputations pour dire ça peut être un moyen d'élimination des candidats gênants. Pourquoi on devrait justement vous éliminer? En quoi est-ce que vous gênez, vous pensez? Non, mais je n'ai pas dit qu'on va éliminer, j'ai dit que le Conseil constitutionnel a rejeté notre candidature sur la base d'appréciation technique. Et vous dites que c'est peut-être une arme pour éliminer les candidats gênants? Mais à partir du moment où il n'y a pas de transparence. La transparence, ça serait quoi? Ça serait que non seulement, d'abord, les tablettes qu'on nous a données fonctionnent correctement. Tous les candidats peuvent vous témoigner que les tablettes n'ont pas fonctionné. Après, on s'est rendu compte que si on voulait utiliser les tablettes, le temps même n'allait pas être suffisant. Parce que quand vous avez 10 parrainages, automatiquement, la tablette se bloque. Pour qu'elle se débloque, il faut 1 heure de temps. Alors que les gens sont assis devant vous, ils ont d'autres occupations, ils se lèvent, ils s'en vont. Avec un peu de recul et un tantinet d'objectivité, est-ce que vous ne diriez pas que la machine au pouvoir, je peux l'appeler ainsi, est peut-être beaucoup plus outillée que l'opposition en la matière, ou peut-être qu'ils ont pris le temps, eux, d'abord, de bien se plaigner avant de lancer? Le RHDP a réalisé ses parrainages à 90% physiquement. Voilà. 85 000 parrainages réalisés par le RHDP ont été faits physiquement. Ce n'est pas la tablette. C'est pour ça qu'on dit, justement, comment on apprécie que celui-là a réalisé le parrainage et que l'autre n'a pas pu le faire. Sur quelle base on apprécie cela? C'est pour ça que nous demandons un peu plus de transparence et que nous demandons qu'il y ait des réformes pour que nous comprenions le processus. Au-delà de ça, un tout autre chapitre, c'est quoi l'avenir politique immédiat d'Assalé Tiboko? Je suis député au Parlement, je continue de faire mon travail de député. J'ai créé un mouvement politique qui a vocation à se projeter et à gagner des élections. Les prochaines élections, c'est les législatives. Donc on va y travailler. Et par conséquent, on est sur le terrain à continuer à faire notre travail de politique. Laurent Gbagbo vous a reçu il y a quelques semaines de cela. Il a reçu, on va dire, les candidats relativement importants recalés par le Conseil constitutionnel. C'était quoi Vous avez parlé de quoi? Écoutez, je ne vais pas vous dire ce dont on a parlé sur ce plateau ici, mais le principe était d'écouter. Bon, la transparence, ça commence par ça aussi, non? Quand on parle de la transparence, je pense que Franck a besoin de savoir. Pour rédiger ce papier, pareil pour... Il y a des discussions qui se font. Le président Gbagbo a estimé qu'il lui fallait écouter la position de d'autres candidats qui ont été écartés par la décision du Conseil constitutionnel. Et donc, d'avoir une position commune par rapport peut-être à d'éventuelles revendications. Donc, nous avons été donner nos positions pour le président Gbagbo. Mais je ne vais pas vous les décliner ici par rapport à... Je connais l'histoire d'Assalé Tiboko parce que, de ma jeune mémoire, je sais que j'ai été le premier à l'avoir reçu quand il est sorti de prison. C'était en nostalgie à l'époque. Et celui qui vous avait mis sous les verrous à l'époque, c'est l'ancien procureur Chimou. On était sous la refondation. C'est ça. D'aucuns voient d'un œil un peu étrange, justement, ce rapprochement en griffe de Assalé Tiboko et Laurent Gbagbo.
Non, mais c'est pas un rapprochement. J'ai mon mouvement politique. Le premier Mabo dirige le PPSCI. C'est notre mouvement politique. Il y a d'autres mouvements politiques. Ils ont créé un front commun avec le PDCI. Nous n'y sommes pas. Et donc, nous, c'était un chef d'État, un ancien chef d'État qui nous a appelés par respect républicain. Et il fallait que nous déférions à cet appel-là pour aller l'écouter. Nous l'avons écouté. Donc, ça rentre dans un cadre républicain. Au-delà de ça... Ce sera quoi la consigne de vote de ADCI? Par rapport aux autres? Par rapport aux 25 non, on va recevoir d'abord les candidats. Dès mercredi, on va commencer à recevoir ceux qui ont été qualifiés pour voir leur position, comprendre leur projet. Y compris le président du RHGP? Ben, si le président du RHGP, on est là le voir. Donc, vous penchez déjà normalement vers un parti, non? Comment? Il a dit, vu que vous êtes républicain, il y a déjà des partis vers qui vous penchez. Non, nous, on n'a pas de parti vers qui nous pensons. Nous avons notre propre parti, donc nous penchons pour notre parti. C'est cela. Et donc, voilà. Mais on est prêt à discuter avec tous ceux qui voudraient éventuellement nous rencontrer pour discuter. Très bien, on marque une pause. Ça a été beaucoup, vous restez avec nous. Franck Ibalo également et Alban. Mais on va parler d'un sujet qui vous concerne, je pense, en tant qu'élu de la nation. C'est cette fameuse rencontre qui a eu lieu le 26 septembre dernier entre ceux qu'on appelle communément les créateurs de contenu, les blogueurs, les influenceurs et le procureur de la République via ou par le truchement de la AK. C'est un sujet d'actualité. On en parle juste après la pub. Tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Assalé Antoine Tiemoko, président de ADCI, candidat malheureux à la candidature à la présidentielle, mais qui n'en démord pas et qui reste évidemment toujours en attente de comprendre ce qui a bien pu se passer. Pour l'instant, ces avocats étudient donc les contours possibles de cette requête à introduire sur le bureau du Conseil constitutionnel. À ses côtés, Franck Ibalo, communicant, activiste politique. Il le revendique à corps et à cri. Et Alban Blanc, lui, blogueur, justement, plutôt très actif sur les réseaux sociaux. Et l'actualité, c'est qu'ils ont été reçus le 26 septembre dernier par le procureur de la République auprès du tribunal d'Abidjan, Brahma Koné. C'était une mise en garde pure et simple. Ce n'était pas une rencontre entre copains, ce n'était pas un petit déjeuner. Non. C'était une mise en garde. C'est comme ça que vous l'avez pris? Me concernant, ça en avait l'air. C'est vrai que j'ai participé à cette conférence-là. J'y suis allé avec beaucoup d'enthousiasme, mais j'en suis ressorti un peu timoré et surtout vraiment, vraiment apeuré. Parce qu'il y avait tellement de zones d'ombre qui en ont résulté que, malheureusement, les questions que nous avons posées au procureur pour avoir un peu plus amples détails n'ont pas été véritablement... Mais mettons le pied dans le plat, c'est quoi ces zones d'ombre, si on peut les citer? Plus simplement, là j'avais abordé cette question-là pendant la conférence qui concernait les commentaires. La responsabilité des auteurs, la responsabilité des responsables des pages lorsqu'un individu postait en commentaire quelque chose de problématique. Tout à fait. Mais c'est une disposition qui, à mon sens, viole l'un des fondements même du droit pénal. Je suis informaticien, sur les réseaux, j'aborde des questions de recherche d'emploi et autres. Mais en droit, pour la petite notion de droit que j'ai, le droit pénal repose sur un fondement qui est simple, qui est la responsabilité individuelle, qui stipule que, je pense que dans le code pénal, si je ne me trompe pas, dans l'article 94, ça en parle. Il est dit qu'on ne peut poursuivre un individu qu'en raison de son fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et c'est relativement à cette disposition d'ailleurs qu'on ne pourrait pas poursuivre une mère dont le fils a commis un vol. Sinon, on pourrait, c'est-à-dire poursuivre la logique de cette disposition-là, on pourrait dire que lorsqu'on appréhende un voleur, il faudrait aussi condamner la mère qui lui aurait donné une mauvaise éducation, ou toute la famille. Est-ce que la comparaison elle est valable dans ce cas-ci? Oui, elle est valable dans la mesure où la disposition de la responsabilité individuelle stipule qu'un individu n'est condamné qu'en raison de ce qu'il aurait fait. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un pour des faits qu'un autre individu aurait commis. Si, un peu, quand vous publiez, c'est pour qu'on commente. Oui, en plus, le truc, c'est pour ça que... Donc, vous prenez le risque qu'on commente bon, mal ou bien. Je continue rapidement. Oui, rapidement. En plus de ce que
on me tient pour responsable des commentaires de mes abonnés, on voudrait m'assigner le rôle de complice. Alors que juridiquement, le complice, ce n'est pas seulement celui... Il y a tellement de dispositions, il y a tellement de paramètres qui vont venir donner le rôle ou bien, je ne sais pas si... Mais je pense que c'est du 50-50. En général, chacun sa communauté sur les réseaux sociaux. Oui. On sait plus ou moins la tendance des personnes qui commentent en général nos différents posts. Si on est sur une page People, on sait qu'en général, quand on va poster une photo d'une célébrité, tout ce qui va venir avec sera un peu problématique. Et même, quand je suis allée sur vos réseaux sociaux, j'ai vu que vous avez mis « Bonne fête de Tabaski ». Bon, on va aller. Et on sait pourquoi c'est « Bonne fête de Tabaski » alors que ce n'est pas la Tabaski. Oui. Vous savez ce que les gens vont dire. Naturellement, le truc, c'est que ce que je tentais de dire tout à l'heure, c'est en ce qui concerne la responsabilité de complice. Pour qu'on soit complice, il faut qu'au préalable, avant même que l'acte ne soit posé, on ait contribué d'une manière ou d'une autre. Oui, mais vous y contribuez d'une façon ou d'une autre. Alors, j'aimerais quand même rappeler l'historicité de tout ceci. En 2023, il y a eu une révision de la loi sur la communication audiovisuelle qui dit que désormais, toute personne sur les réseaux sociaux qui a plus de 25 000 followers n'est plus considérée comme une simple personne physique, mais une personne morale, un média. Et un média, c'est régi par un certain nombre de principes généraux. Donc, NCI ne pourrait pas se permettre de tendre le micro, je dis n'importe quoi, à un braqueur pour en faire l'apologie. Vous êtes considérés comme des médias. Franck Bibalo, est-ce que, finalement, dans l'esprit de cette rencontre avec le procureur, si on met de côté le contexte électoral ou électoraliste du moment, est-ce que, finalement, il n'y a pas un bien fondé derrière cette approche? Oui, il y a toujours un bien fondé parce que nous-mêmes, ce que les gens oublient, le plus insulté sur les réseaux sociaux, c'est nous d'abord. Déjà, quand tu fais un commentaire, quand tu critiques une certaine gestion, tous les militants de cette personnalité, quand ils viennent, c'est pas pour te contredire avec des arguments solides. C'est insulté, ce sont des injures. Donc, et on le sait quand on publie, vous savez, quand vous publiez que ça va arriver. Oui, mais ça va arriver parce qu'on ne contrôle pas l'éducation de tout le monde, on ne contrôle pas les écrits de tout le monde. Mais là, je suis en train de vous dire que nous-mêmes, c'est une loi qui nous arrange aussi, parce que nous sommes les plus insultés, comme eux. Mais là où il y a le bas blesse, c'est où on va dire, M. Cheikh qui est là, qui est responsable, qui est un majeur, vient sous mon poste, où je suis en train de parler peut-être de la gestion de Cocody, par le maire de Cocody. Lui vient en bas et puis il dit un exemple. Il attaque le maire de Cocody, par exemple. Je n'ai pas cité le maire de Cocody, je vais mettre mon nom à la place du maire de Cocody. Il vient puis il dit, Zorobi, maire de Cocody, là, lui, c'est un vrai paresseux, un vrai vaurien. Tout ce qu'il sait faire, c'est de se promener seulement pour ce truc. Mais c'est là où la censure intervient sur Facebook, par exemple. Oui. Même Mark Zuckerberg, il a des règles Il est passé devant la Commission de l'Union européenne, il est passé devant le Congrès américain, on l'a sermonné comme un enfant de la maternelle et tout. Il a dû revoir effectivement tous les filtres et tout. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il a créé, il a mis des standards qui pourront bloquer certains commentaires. Mais il ne peut pas contrôler tout ce qui s'est fait sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais quand même rappeler, puisqu'on parle de l'esprit de la lettre, surtout, en fait, puisque vous êtes désormais considérés comme des médias, les principes généraux sont les suivants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Siméon Koné, qui est le directeur des affaires juridiques de l'AACA, qui le rappelait déjà donc en 2023. Les principes généraux sont les suivants, de la communication audiovisuelle. Il ne faut pas porter atteinte à la souveraineté de l'État. Il ne faut pas violer le secret d'État. Il ne faut pas porter atteinte à la défense nationale. Il faut respecter les institutions. Il ne faut pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Il faut protéger le public mineur, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, l'esprit. Donc, dès lors que vous êtes considérés comme des médias, ben vous êtes pratiquement au même titre que Fraternité Matin, que la RTI, que NCI. C'est comme ça qu'on comprend l'affaire. Saleh pourra réagir, puisque justement, il a je sais que j'ai une question en fonction, par rapport à ça. Est-ce qu'en fait c'est la lettre qui dérange ou c'est le moment où cette décision est prise qui dérange en fait? Non, la lettre, donc les textes, l'esprit. Et puis, le contexte. Saleh Tebrogo qui va... Je voudrais, avant d'aborder la question, faire une précision. Parce qu'on est dans un environnement où beaucoup de choses sont dites, y compris parfois avec la volonté de distiller la peur. Quand vous prenez par exemple les décisions du Conseil constitutionnel, on dit elles ne sont pas susceptibles de recours. Ensuite, on ne conteste pas les décisions de certaines institutions. Certains brandissent cette disposition comme une sorte d'épée sur la tête des citoyens. Ce n'est pas vrai. Toute décision de justice peut être contestée. Commentée aussi. Contestée, commentée. C'est pour ça qu'au niveau judiciaire, il y a des cours supérieurs et il y a des cours inférieurs. Quand on aura une décision en première instance que vous n'êtes pas d'accord, non seulement vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais en plus vous avez, de par la loi, le droit de faire un recours devant la cour d'appel.
Là également, si une décision est rendue que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contester en disant que vous n'êtes pas d'accord et aller devant la Cour de cassation. En dernier ressort, il rend une décision, soit vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord, mais ça s'arrête là. Première chose. Alors, il ne faut pas dire qu'on ne conteste pas. On peut contester en utilisant les moyens légaux. Ce qui n'est pas autorisé, c'est la rébellion contre une décision d'une institution ou d'une justice. Oui, mais quel est le lien avec justement la rencontre avec le procureur? Mais j'arrive à cela. Première chose. Deuxième chose, je veux pas, vous allez comprendre le contexte en réalité. Quand par exemple le procureur, au cours d'une autre rencontre avec le même blogueur, dit qu'en Côte d'Ivoire, chaque unité de police a sa façon d'intervenir. Cela, dans une république, n'est pas acceptable. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Dans une république, les forces de police interviennent dans un cadre défini par la loi. Ça doit être très clair. Quand on parle de la cagoule que les gens portent, et qu'on cite d'autres pays, dans aucun pays, en dehors peut-être de la Côte d'Ivoire, on ne porte la cagoule si elle n'a pas été réglementée par une loi. La France, qui est l'exemple qu'on prend le plus, là-bas, c'est entièrement réglementé. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas prévu dans la loi? En Côte d'Ivoire, il n'y a aucune loi qui réglemente le port de la cagoule. Même en France. Mais il n'y a aucune loi qui l'interdit. Mais justement, c'est pour ça qu'on ne doit pas le faire. Parce que le jour où le citoyen fait un recours devant une justice contre une intervention de la police, il faut bien que la justice ait une base légale pour apprécier s'ils sont intervenus dans le cadre de la loi ou en dehors de la loi. Est-ce que le législateur peut penser à tout, au moins détail? Il faut qu'il pense à tout. S'il n'y a pas pensé, le ministre de l'Intérieur peut prendre une réglementation. Le DG de la police peut prendre une circulaire. Donc à voir s'il y a pas, donc à voir et à vérifier s'il n'y a pas une circulaire qui existe. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes formel. Le l'a dit, ça n'existe pas. Vous êtes formel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'année prochaine, il va falloir réglementer cela. C'est vraiment important. Maintenant, pour en revenir aux dispositions, moi je suis législateur. C'est nous qui avons voté le texte. Alors le régime de la presse a été modifié en 2017. Moi, je n'étais pas encore au Parlement. Mais en 2022, quand c'est revenu, j'étais au Parlement. Alors, il y a tellement de confusion dans ce pays. Il ne faut pas appliquer aux blogueurs le statut de journaliste. En Côte d'Ivoire, les délits de presse sont dépénalisés. C'est cela. Ça veut dire qu'un journaliste ne peut pas aller en prison pour ses écrits. C'est cela. Même la garde à vue est exclue. Alors, le texte, l'article 26 dit, cet article d'ailleurs, je l'ai combattu au Parlement. Malheureusement, j'ai été mis en minorité. C'est le droit. L'article dit que le directeur de publication est civilement responsable des commentaires qui sont faits sous les publications de son média. Civilement responsable. On n'a pas dit pénalement responsable. Ça veut dire qu'on ne peut le condamner qu'à une peine d'amende, même s'il est reconnu coupable. C'est cela. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on étend le même dispositif aux blogueurs. Alors que ça n'a rien à voir. Et ils sont régis par nos tests qui est sur la cybercriminalité. Et dans ce cadre-là, quand on parle de complicité, la loi dit clairement qu'avant de dire au blogueur qui a publié qu'il est complice, il faut démontrer que tu lui as notifié que sur son publication, il y a un commentaire. Très bien, on a bien compris. Au-delà de ça, tout de même, vous êtes quand même celui qui a inscrit dans son programme de société au niveau de l'ADCI l'interdiction, une fois arrivé au pouvoir, l'interdiction d'accéder aux médias sociaux par les mineurs, donc des personnes âgées de moins de 18 ans. C'est notre cadre, ça. Oui, mais la question que je pose, et là on est vraiment sur l'esprit, est-ce que vous pensez que globalement, sortons quand même des considérations électorales et électoralistes, est-ce que le fait de réguler de cette façon l'animation des pages sur les réseaux sociaux est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est très mal fait? Est-ce que c'est très mal pensé? De votre point de vue. Mais là où il n'y a pas de gendarmes, une certaine catégorie d'honnêtes gens est capable de tout. Donc dans une république, il faut réguler, il faut réglementer. Mais la réglementation doit rester dans le cadre strict de la loi. Elle ne doit pas être un moyen pour violer la Constitution. Qui garantit la liberté d'expression. Donc il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire. Et surtout quand on a un cadre électoral, ça prend une autre dimension. C'est une bonne chose ou pas de dire à un propriétaire de page qu'il faut impérativement qu'il emploie ou qu'il modère sa page pour éviter des dérives? Non, mais il ne peut pas employer ou pas employer un modérateur. Ce n'est pas possible. Ça concerne les entreprises de presse. Oui, non, mais dans le cadre... Maintenant, on dit, quand vous avez 25 000... Moi, j'oublie un temps soit peu le texte et je veux quand même vos avis à vous. Est-ce que c'est normal, c'est normal de dire à quelqu'un qui a quand même 1 million de followers, 50 000 et tout,
d'employer quelqu'un ou de modérer la page. C'était la question de Alban au procureur. Vous avez 30 secondes, on va à la pub et après on poursuit. Là où il y a un peu d'ambiguïté, on veut nous appliquer des tests des journalistes, des tests de la presse. Voilà. Là où il ne doit pas faire la prison. Mais quand on veut mettre les internautes dessus, on dit vous allez partir en prison. Vous rejoignez à s'aller sur cette question. Alban Moi, comme je l'ai dit au procureur, il n'y a pas de logique. C'est vrai que réguler, c'est bien, seulement qu'il faudrait que ça suive ce qui est réaliste. Peut-être qu'après la pub, je pourrais mieux développer. D'accord. Voilà. Alors la pub et vous développez après. Voilà. Pour l'avant-dernier virage, toujours avec Antoine Assalé Timoko, député de la Nation, président de ADC. Je devrais rajouter député maire de Thiers-Salé pour être complet, et qui sera peut-être candidat à sa réélection, j'imagine, en décembre. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bon voilà, il n'y a pas de doute. Franck Ballot, communicant, allez, activiste politique, hein, voilà, et puis Alban Blanc, qui lui est blogueur et qui justement tenait à développer un peu plus sur son propos d'avant la pub. On y va. Ok, donc le propos que je voudrais développer, c'est concernant ce qui nous serait reproché, en ce qui concerne le fait qu'on pourrait être complice au cas où nous ne supprimons pas des commentaires un peu tendancieux. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un délai pour supprimer? Bon, là encore, il n'y a pas de délai. Bon, le truc, c'est quoi? C'est que, prenons mon cas. J'ai plus de 245 000 abonnés. En moyenne, je fais 50 millions de vues pour environ 1 300 000 interactions. On prend en compte les commentaires, les partages, etc. Humainement, je l'ai dit au procureur, ce n'est pas possible de réguler plus de 1 million d'interactions. Maintenant, lorsqu'on veut formaliser le fait que je suis complice, il faudrait qu'au préalable, j'ai pu voir un commentaire que je n'ai pas supprimé. Supposons qu'on va au procès avec le procureur. Comment est-ce qu'il arrive à matérialiser ou bien comment est-ce qu'il arrive à démontrer que j'ai pu voir un commentaire et que c'est sciemment que je n'ai pas supprimé? J'ai envie de vous opposer justement à la fameuse loi qui régit le secteur de la communication publicitaire. Oui, non, on vous dit par exemple que si vous avez une affiche, j'imagine, alors d'images pornographiques sur 12 mètres carrés en ville, celui qu'on poursuit, ce n'est pas l'annonceur, on va poursuivre en fait le propriétaire du panneau. Et à lui de dire non, moi je ne fais qu'exécuter ce que l'agence conseille en communication. En fait, vous voyez ce que... Bon, c'est pas la même chose. Voilà. Le propriétaire du panneau, c'est lui qui conçoit le visuel qu'on y met dessus. C'est lui qui fait un contrat avec l'annonceur. Donc il voit l'élément avant de le mettre. D'accord. Voilà. Franck, ce que j'étais en train de dire, là encore, on dit celui qui se sent diffamé, qui se sent insulté, dans un commentaire, sous le poste d'un auteur, doit au préalable consulter, notifier cela à l'auteur du poste. Ah, sous ton poste, je suis diffamé, je suis insulté, s'il te plaît, retire-le. D'accord, ça c'est prévu. Oui. Article 47. Ça, c'est ce que la loi dit. D'accord. Et là, le type à qui on a notifié doit voir le message. Parce que généralement, quand les gens vous écrivent, si vous n'êtes pas mis avec eux, vous ne voyez pas ça rapidement. Mais il y a mieux, hein. Tu sais ce qu'on fait maintenant? On bloque les commentaires et les gens partagent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est prévu? Voilà. Souvent, même quand tu as interdit de commenter, les gens partagent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce qu'on est en chacun met son petit commentaire? Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce qu'on est en période électorale, ils veulent censurer les créateurs de contenu? Moi je le dis, c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on a été invité par le procureur, j'ai dit à 2 de mes amis, j'ai dit, regardez, quand on va partir, ils vont dire, bon, j'ai pris mon temps pour partir vous expliquer ce que vous ne devez plus faire. Et c'est vous là encore qui venez devant moi, je vous ai déjà dit. Donc ils vont se baser sur ça là pour nous envoyer à n'importe quel moment. Les personnes qui, à la MACA, les personnes qui vont, non, depuis un certain temps, les personnes qui vont rapidement à la MACA, ce sont les internautes. Les activistes. Quand on attrape un internaute, son visage est sur tous les réseaux. À la vitesse aussi de la circulation de son visage l'information. sur tous les réseaux, tout le monde parle de lui. Mais en Côte d'Ivoire, on ne poursuit même pas ceux qui ont fait qu'on a perdu 1400 milliards en 2022. Alors, messieurs, oui. La loi est dure, mais c'est la loi. Même s'il y a des réglages qui doivent intervenir, ça ne sera pas demain la veille, et je passe sous le contrôle d'Assalé Timoko parce qu'il y a tout un processus au niveau du Parlement. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire là, maintenant, tout de suite? Me concernant, déjà, depuis très longtemps, j'avais déjà commencé une campagne de sensibilisation
à l'endroit de ma communauté sur la responsabilité de ce qu'ils publient en ligne. Mais en dehors de ça, comme le procureur l'a suggéré, vous avez sans doute pu le voir sur les réseaux, on a partagé une charte, comme il l'avait suggéré, dans laquelle on a stipulé les règles de conduite sur nos pages. Donc, en précisant à nos abonnés que la responsabilité de leur publication les engage. C'est cela. Mais est-ce que ça vous couvre, ça? Bon, après, c'est lui qui a suggéré, on a essayé quand même. Très bien. Et la chose encore, c'est que on voudrait pouvoir contribuer à la réflexion de la mise en œuvre de telle loi. Parce que nous sommes les praticiens, c'est nous qui sommes au devant des choses, c'est nous qui pratiquons la chose. Tout à fait. Donc il faut qu'on vous associe, ce qui est totalement légitime. Contribuer à mieux. Merci de pointer du doigt en direction d'Assali. Justement, lui poser la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il aurait, lui, aimé souhaiter qu'on règle ou pas, ou qu'on régule sur ce texte-là? Franck, sur le sujet, donc c'est ça que vous avez décidé finalement? C'est qu'il affiche maintenant les mauvais commentaires. Voilà, c'est ce que je fais. Ah, vous affichez les mauvais commentaires? Oui, c'est ce qu'on va faire. Et puis là, ce que je suis en train de dire, il faut essayer de faire des trucs, d'éviter de faire peur aux internautes. Ça, nous, on comprend. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2011. J'ai commencé à avoir un peu de code visibilité à partir de 2015. Et depuis 2011-2015 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été convoqué pour insulte, pour diffamation. Parce que je sais comment je fais mes contenus. Par contre, je ne maîtrise pas l'éducation de X. Je ne maîtrise pas le langage de X. Et on a ces commentaires à cause de ces politiciens. Ça, on l'a entendu dans la vidéo. Voilà, qui veulent se cacher derrière, ce genre de loi pour ne plus qu'on critique un peu la gestion. Qu'est-ce que vous pensez du cas Ziggy? C'est un cas que je ne maîtrise même pas. Quand on demande un peu ce qui se passe, on ne nous explique pas. Mais moi, ce que je déplore, vous n'avez pas de oui, mais ce que je déplore, c'est la façon qu'on peut l'arrêter. C'est pas un chef de gang. C'est pas un chef terroriste. C'est un activiste. C'est un activiste. On a bien compris. Assalé Tiemoko, vous êtes justement face à la nation, j'ai envie de dire, face à vos responsabilités en tant que législateur. Vous l'avez dit, hein, l'esprit n'est pas mauvais, mais il faut tout prévoir. S'il y a un réajustement à faire au niveau de la loi, ce serait quoi pour contenter tout le monde finalement? Mais faire en sorte qu'elle soit plus claire. Parce qu'il y a trop de confusion. Effectivement. On applique des dispositifs qui concernent les journalistes à des blogueurs, alors qu'on sait très bien que les délits de presse sont entièrement dépénalisés en Côte d'Ivoire. Mais par contre, eux, ils risquent d'aller en prison. Alors qu'on est pratiquement sur le même régime de loi. Et donc, très souvent on dit ce qui se fait sans vous se fait contre vous. C'est cela. De tels dispositifs ne peuvent pas être votés sans associer les secteurs concernés. Pour qu'il y ait un débat en profondeur et qu'à la fin, on ait un texte consensuel que tout le monde comprend. Tout à fait. Tout texte qui est soumis à autant d'interprétations est une porte ouverte à tous les abus. Et nous pensons que de plus en plus en Côte d'Ivoire, nos lois doivent être plus claires pour qu'elles ne soient pas soumises aux humeurs de chacun. 15 secondes. J'essaie d'ajouter quelque chose. Peut-être ce que l'honorable ne sait pas, c'est que le procureur a dit les délits de presse qui ne sont pas condamnables. Quand un journaliste vient sur Facebook ou bien sur un réseau social et qui fait un post, qui a ce genre de commentaires, ça ne tombe plus dans le cadre des délits de presse. Donc il est susceptible de poursuite. Cybercriminalité. Ok. D'accord. Donc, ce qui, ma foi, se justifie un peu. Ben non, mais en fait, c'est ça. Il y a une confusion. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que... Jacques n'est pas très actif sur Facebook. est diffusé par un canal. Et le canal est connu par la loi. C'est tout support, qu'il soit numérique ou que ce soit physique, même placarder un texte, même dans la rue, c'est le support. Dès l'instant où il a le statut de journaliste, son écrit ne peut pas le conduire en prison. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Bon, peut-être parce qu'il a la formation, il est connaisseur. Non, parce qu'il est dans une rédaction, il est dans une entreprise légalement constituée, et en plus, il a une carte de presse. C'est cela, tout à fait. C'est ça qui le couvre. Voilà. Donc, c'est clairement déterminé. En revanche, les blogueurs n'ont pas de carte de presse. C'est cela. Ils n'ont pas de... Bon, ça aussi, c'est un autre sujet d'entreprise. Voilà, donc il faut clarifier les choses. Dans des pays sérieux, ils ont commencé à prendre des lois pour protéger les lanceurs d'alerte. Dans des chaînes très sérieuses, quand c'est la pub, il faut aller à la pub. Allez, ce sera tout pour cette télé d'ici, consacrée pour l'appeler à l'avenir d'Assalé Tiemoko et de l'ADECI. Après, vous le savez, la décision du Conseil constitutionnel d'écarter cet autre candidat à la candidature à la présidentielle d'octobre. Il a refusé évidemment de nous révéler la teneur des échanges avec le leader du PPACI. Peut-être que l'actualité à venir nous en dira un peu plus. Assalé Tiemoko, merci beaucoup d'être passé, donner votre temps de vérité, évidemment, dans ce contexte politique.
Franck Dubalo, merci également d'être passé, nous apporter vos précisions. Merci à Alban Niang. Tout le monde pour l'enquête, vous avez participé donc à la rencontre avec le procureur de la République près le tribunal d'Abidjan sur évidemment la question de la régulation de la cybercriminalité, la gestion des pages, la modération et tout. On attend donc de voir comment les choses vont évoluer les jours à venir. Ce qu'on note, c'est qu'il y a une charte qui est partagée par la plupart des blogueurs et tout, voilà, pour un peu améliorer les choses. Mesdames, on se dit à... Demain. Demain? Oui, demain. Forcément. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura ramené jusqu'à là. On reçoit tout ceci live avec l'orchestre résident La Tiben. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort. Retrouvez toutes vos informations de transport sur le CGI Digital.